Batistuta, Marco Materazzi, Romario, Ronaldo le phénomène, Roberto Carlos et Roberto Baggio. Regarde ça. Yes, Pour la première fois, on a réussi à réunir tout ce beau monde aujourd'hui pour discuter. Les gars, première question. Est-ce que vous vous êtes déjà assis tous les 6 à une table de bar comme ça auparavant? Non. On est réunis avec ces gars-là et c'est un grand honneur pour nous de discuter avec vous. On a ici 6 stars, 6 légendes du football mondial qui ont vécu énormément de choses dans leur vie et durant leur carrière de footballeur. J'ai une question pour eux. Là, Regarde, écoute, je vais poser ma question ici et après tu y vas. Je t'ai déjà demandé ça une fois. Est-ce que c'est ton assurance qui t'a mené là? Parce que ton assurance est une source d'inspiration pour moi. Mon assurance et mes buts. Je marquais énormément de buts. Tu ne t'es pas inspiré de lui, Ronaldo? Non, pas de lui, non. Il a commencé comme ça. Au début de ma carrière, j'ai eu une phase un peu arrogante comme ça, parce que j'ai grandi en le regardant arriver aux Pays-Bas en disant « je vais marquer 30 buts ». Et il le faisait. À Barcelone, il est arrivé en disant « je vais marquer 30 buts ». Et il l'a fait. J'ai regardé ça et je me suis dit « il doit y avoir un truc là-dedans, je veux faire pareil ». Je le disais, les gens me prenaient déjà pour un fou, tout comme lui. Il l'a dit et il l'a fait. Ensuite, je suis allé à Barcelone, je l'ai dit et je l'ai fait aussi. Mais après ça, je me suis dit, bon mec, je vais plus rien dire. Je vais garder ça pour moi. Eh Roberto, tu es un sacré personnage. Je sais que je dis ça et c'est comme s'ils étaient presque des chefs d'État. Impressionnant. Quelle idole as-tu rencontré, mec? la majorité, 1, 2, 3, 4, 5, Pelé, Maradona. Donc j'ai pratiquement rencontré toutes mes idoles, j'ai rencontré tout le monde. Est-ce qu'il y en a une qui a été plus spéciale pour toi pendant tout ce temps? Maradona était quelqu'un que j'avais toujours voulu rencontrer. J'ai repensé à notre époque là-bas à Madrid. Je le considérais comme mon ami et c'est bien triste qu'il soit décédé. Mais Baggio, qui était votre idole quand vous étiez gosse? Le plus fort de tous, c'était probablement lui. Parce que j'ai joué contre lui. Et votre idole, Baggio, parlez-nous. Ouais, mais moi, j'ai grandi en regardant les matchs de Zico. J'ai toujours raconté cette histoire dans ma vie. Il y avait une petite chaîne de télé en Italie qui diffusait les matchs de Flamengo. Je me souviens, Junior, Zico, Carpegiani, si je ne me trompe pas. Oui. Et c'était une époque où, en Italie, on ne voyait que l'équipe nationale à la télévision. Et je me suis attaché à Zico et je l'ai toujours suivi et je me suis toujours identifié à lui. J'espérais être comme lui. Et j'avais ce rêve d'enfant qui m'a accompagné toute ma vie, de jouer une finale de Coupe du Monde contre le Brésil. Ce qui a fini par arriver, seulement ça s'est passé d'une manière à laquelle je n'aurais jamais pensé, pas vrai? Maintenant que vous en parlez, puisque vous avez évoqué la finale où il était sur le banc, il y a une scène, le film qui m'a fait aimer le foot. C'est Tous les cœurs du monde qui, je pense, est le meilleur film sur la Coupe du Monde jamais réalisé, pas vrai? Il y a une scène que je ne peux pas m'enlever de la tête. C'est ce gars qui est sur le point d'entrer sur le terrain et tu le fixes dans le tunnel sans détourner le regard, pas vrai? C'est vraiment cool. Cette image donne simplement des frissons, vraiment incroyables que... Moi, toujours, quand on me parle de cette image, je me mets à la place de Baggio. Ali, c'est un regard d'un gars qui est juste en face de moi et qui a mon respect. Et je penserais la même chose à sa place. Oui, ce gars-là a mon respect. Ce gars là-bas est génial. Et si j'étais là à le regarder, je dirais la même chose, je penserais la même chose. À quoi tu pensais quand tu le regardais? Non, je l'admirais alors. Ouais, lui et Bebeto étaient ceux qui me faisaient le plus peur, tu vois. Et quand je me suis retrouvé face à lui, ouais, il y avait de l'admiration parce que de toute façon, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et d'un autre côté, ça me faisait peur parce que je savais qu'il pouvait marquer. Il manquait ton but en finale. Malheureusement, c'était de peu. Malheureusement, mon but n'est pas venu. Est-ce que tu penses que cette finale a été le match qui t'a le plus impliqué émotionnellement et psychologiquement dans ta carrière?
Où penses-tu que la finale par rapport aux autres matchs s'est située? Oh, c'est sûr, c'était le match le plus important de ma vie, de ma carrière, bien sûr. Mais je ne peux pas. Alors, qu'est-ce qui m'a le plus affecté psychologiquement? Pour moi, c'était juste un autre grand match, une finale de Coupe du Monde, merde. Si tu demandes à n'importe qui ayant joué une finale de Coupe du Monde, là, il y en a 3 juste à côté de toi. Et ici, à côté de moi, je ne sais pas si Batistuta a déjà joué une finale, mais de toute façon, jouer une finale de Coupe du Monde, il n'y a rien de tel. C'est juste impossible, je ne trouve pas les mots. C'est quelque chose de si impressionnant, quelque chose. Parce qu'on a plusieurs millions de joueurs dans le monde, pas vrai? Peu ont eu cette opportunité. Et ils auront cette opportunité à partir de maintenant alors. Jouer une Coupe du Monde est quelque chose qui ne peut pas être. Pour moi, il n'y a pas de mots pour décrire quelque chose comme ça. C'est une sensation qui est irréelle, c'est tout. Et toi, Ronaldo, tu penses qu'une finale de Coupe du Monde pèse très lourd? Après tout, tu en as joué 2, pas vrai? On a celle de 98 aussi, non? C'est beaucoup, beaucoup de pression, mais c'est avant, pas vrai? C'est avant que le ballon commence à rouler, parce qu'une fois Mec, quand tu es déjà sur le terrain, que le match est sur le point de commencer, tu es déjà en train de penser à ce que tu as à faire. Tu ne penses pas. Tu n'as plus cette boule au ventre, mais par exemple, dans le tunnel, en sortant des vestiaires, oui, tu as cette boule au ventre. Genre, tu te dis, merde, fais chier. Finale de Coupe du Monde, mec. Tu penses qu'émotionnellement, 98 et 2002, c'était pareil, même avec ce qui s'est passé en 98? Non, ce n'était pas pareil. J'étais en train de combattre le fantôme, d'une crise de convulsion qui m'avait pris par surprise, et avec un désir immense de jouer. Alors je devais prouver que je pouvais jouer. Je me suis dépêché d'aller à l'hôpital pour faire les examens qui étaient nécessaires pour m'assurer que je pouvais jouer en toute sécurité sans mourir là sur le terrain, pas vrai? Et je ne voulais pas non plus qu'on me colle l'étiquette de merde, oh, ce mec a flanché en finale de Coupe du Monde. Tu es fou, mec, j'y vais à fond. Non, entrer sur le terrain. Ouais, et c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé dans le vestiaire, Zagallo, je suis prêt. Voici mes examens, prends-les. Et j'ai commencé à me changer. Et pour vous, comment s'est passée cette finale de 98 à cet égard? C'est de savoir que Ronaldo est là et genre il demande à jouer, il dit à Zagallo qu'il veut jouer. Comment vous vous êtes senti dans cette situation? Pourquoi tu rigoles, Roberto? Et combien ça nous coûterait? C'était toute une situation. Peut-être leur mettre un peu de pression ou quelque chose comme ça? Une fin d'air, je crois qu'il était 20h45. Notre match s'est terminé à 14h. Il s'est terminé à 14h parce que c'était notre modèle. On jouait pour lui et grâce à lui. Pas du genre je joue pour toi et je joue pour lui. On n'est plus défensif, on joue pour eux. Et à 14h, vers 14h20, en tout cas pour moi, ça s'est arrêté là, tu vois. S'il avait fallu aller direct à l'aéroport, j'y serais allé. Comme ça, Roberto? C'est vrai parce qu'au foot, quand tu as une grande admiration pour quelqu'un, tu fais tout pour lui. On dormait toujours très près l'un de l'autre dans la même chambre, donc il y avait toujours beaucoup de contact entre nous. On dormait dans le même lit. Lits séparés. Les lits étaient proches. Ils étaient bien séparés. Franchement, ce jour-là a été le pire jour de ma vie parce que c'est une finale. Mais je n'ai pas beaucoup pensé à la finale. Franchement, je n'y pensais pas. J'étais plus heureux de le voir se réveiller et de le voir bien que de voir ses examens faire partie de son après-midi. Je n'ai pas beaucoup pensé à la fin, non. Franchement, je n'étais pas si inquiet. Ça t'est traversé l'esprit qu'il puisse mourir comme ça? Non, pas mourir, pas mourir. Je me rappelle seulement du moment où il s'est réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, j'ai mal partout. Je m'en rappelle encore aujourd'hui, mec. Mince, j'ai l'impression qu'un camion m'est passé dessus, mec. J'ai dit, attends, le médecin va venir te parler dans un instant. Mais la crise était vraiment bizarre, non? Et flippante aussi. C'est un truc vraiment bizarre. Mais juste pour te donner une idée, comme c'est extrêmement flippant, on a l'impression que c'est 10 fois pire. Mais comment tu saurais ça, Ronaldo? Tu ne l'as même pas vu. Je ne l'ai pas vu, mais je sais que c'est arrivé. C'est Roberto qui l'a vu. Mais après, j'ai cherché sur Internet pour comprendre ce qui se passe. Comment fonctionnent les contractions du corps, ce qu'elles affectent et tout le reste. Ah, donc tu ne l'as su qu'après avoir cherché. Là, ça s'explique. J'ai étudié ça pour comprendre ce qui m'était arrivé. Je pense que n'importe qui ferait pareil. Il voulait aller au match. J'ai dit, Ronaldo, tu ne peux pas. Attends une minute. Détends-toi, respire. C'est la finale. C'est une finale de Coupe du Monde. Je ne pouvais pas parler. Il n'est rien dit. Impossible de parler. Le médecin a dit, attendez qu'il se réveille. Et puis Léo est arrivé, c'est ça? Léo m'a invité à faire une promenade dans les bois.
Leonardo m'a invité à faire une promenade dans les bois pour me raconter l'histoire de ce qui s'était passé parce que personne ne me l'avait dit. On ne pouvait pas. Et bon, je suis allé me promener avec lui dans les bois. Derrière l'hôtel, on marchait. J'ai dit, Léo, quoi de neuf, mec? C'est quoi cette discussion-là? Qu'est-ce qui se passe, gamin? Parle. Il dit, hé mec, faisons encore un tour, je vais te raconter. Je te rejoins à mi-chemin. Il me l'a dit et j'ai tout de suite fait demi-tour et couru à l'hôtel pour parler au médecin. Il n'allait pas rester en dehors du match. Personne ne l'a vu, pas vrai? La presse écrite ne savait pas, et puis Edmundo apparaît là en train de parler à tout le Brésil. Donc il n'y a que moi qui l'ai vu. Edmundo ne l'a pas vu non plus, hein, parce que le seul qui l'a vu, c'est Roberto. Mais d'une manière ou d'une autre, une chose importante à propos de notre groupe, c'est que tout ce qui se passait dans le vestiaire ou à l'hôtel ou sur le trajet ne sortait pas. On savait exactement de quoi on parlait, ce qui veut dire qu'on n'allait jamais partir. Notre groupe a toujours été très soudé. De nos jours, quand des nouvelles de bagarres dans les vestiaires sortent, ça m'impressionne parce qu'à notre époque, rien de tout ça n'existait. Ouais. Mais changeons de sujet, les gars. On va chercher la victoire. Hein. Parlons de bonnes choses. Vous pensez que le football a beaucoup changé par rapport à avant? Je parle du positionnement. À l'époque, les attaquants restaient devant alors que les défenseurs y allaient fort et distribuaient des tacles. Aujourd'hui, il y a une approche tactique complètement différente. Vous pensez que le jeu a tant changé que ça? Ça a beaucoup changé et je ne veux pas paraître nostalgique, même si je le suis, mais genre, je trouve ça vraiment cool de protéger les attaquants comme ils le sont aujourd'hui parce qu'à notre époque, on n'était pas protégés. À notre époque, on se faisait intimider dès le début du match avec genre des insultes de haut niveau, pas vrai? Des jurons, des menaces dans le vestiaire et dans le tunnel, en tapant leurs crampons sur eux, juste là par terre. Mec, 21 crampons dans le dos et 19 direct sur l'aile. C'était terrible. Materazzi était comme ça aussi, hein, Materazzi? Pour les grandes occasions, ouais. Pas vrai, Materazzi? Quelle taille tu utilisais? 31 à 30. Mais j'étais malin. Parce que quand tu avais un joueur comme lui, si tu le menaçais, c'était pire. Il te détruisait. Alors vas-y mollo, il faut parler. Il le sait depuis l'époque où on jouait ensemble, non? Je lui ai dit, rappelle-toi, si jamais on joue l'un contre l'autre, je ne tombe pas dans les feintes. Je vais droit au but. Bien sûr, ça dépend de qui est au milieu. Il faisait ça, mais j'allais de l'autre côté. Mais si tu es malin, tu parles aux gens. Ce qui se passait avant, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de télé. Donc, si l'arbitre ne le voyait pas, il ne se passait rien et ça continuait et ils avaient l'avantage. Un gros avantage parce qu'ils ne nous ménageaient pas. Et le match commençait déjà dans le tunnel. Avant de commencer, tu commençais déjà à parler et c'était un autre football. Ouais, maintenant les joueurs sont beaucoup plus protégés. Il n'y a pas de faute. À mon époque, à ton époque, ils sifflaient 10 fautes à l'entrée de la surface. Maintenant, personne ne siffle de faute. Ils sifflent 1 ou 2 fautes. Ils ne se touchent pas. Et bon, ça a changé, et ça a changé en vitesse aussi. Les attaquants étaient seuls avant. Maintenant, ils attaquent à 5. Ouais, j'ai joué beaucoup de matchs tout seul devant. Et si tu avais de la chance avec un coéquipier, vous jouiez à 2. Maintenant, ils jouent avec 4 ou 5 attaquants. Ils ne se touchent pas. Et bon, outre toute la dynamique en dehors du terrain, la médecine, parce qu'avant, tu te faisais les croisés et tu ne jouais plus. Ou il fallait 2 ans pour rejouer. Mario, si c'était aujourd'hui, tu aurais pu jouer jusqu'à 60 ans si tu voulais. Pourquoi as-tu arrêté de jouer à cette époque? Quel âge avais-tu quand tu as arrêté? 41. Le meilleur buteur du championnat brésilien a 40 ans, les gars. Le plus incroyable dans tout ça, c'est de jouer au Brésil, où on a tellement de joueurs plus jeunes. C'est plutôt comme ça. Les attaquants d'aujourd'hui sont différents de ceux du passé. Ils sont moins exposés. Ouais, mais personnellement, je préférais mon époque, où je donnais aussi mes petits coups, sans que personne ne voie. Il couvrait beaucoup, mais aussi un peu de barre. Ça parlait ou pas? Non, je n'ai jamais été du genre à beaucoup parler sur le terrain. Je ne parle pas en dehors, mec, ce n'est jamais trop peu, j'ai dit ça il y a longtemps. Oh, mais avec toute la technologie et la modernité du football d'aujourd'hui, dans ma génération, dans la génération de ces gars-là, parlons du passé de Ronaldo. Moi,
je m'asseyais devant la télé sur une chaise pour regarder un match. Franchement, je ferais ça. Je peux dire que j'aurais plus apprécié ce match à l'époque que celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le football, à mon avis, est devenu très physique. Et ça a un peu perdu l'essence du football que le monde aime, ce que le monde attend. Il est temps de demander à Ronaldo et Romario, est-ce que je vous ressemble? Pas vrai? Parce que le football d'aujourd'hui est très physique. Le mec doit se coucher tôt, avoir une vie disciplinée, un nutritionniste et tout le reste. Vous me semblez tous beaucoup plus heureux. De quoi tu parles? Vous étiez plus chanceux en l'occurrence. Pourquoi on y allait? Oh, c'est sûr, on sortait beaucoup plus parce qu'on n'avait pas la pression qu'il y a maintenant. Donc, je vais parler pour moi et il peut parler pour lui, mais c'est ce que je pense de notre époque. On n'était pas juste des athlètes de football, on n'était pas juste des joueurs de football. On s'amusait aussi. On avait nos moments de loisirs et on ne rentrait pas chez nous pour mettre des bottes de compression et attendre qu'elles fassent effet. On allait au restaurant, on se retrouvait entre amis, on voulait en profiter aussi. On n'avait pas la pression qui existe aujourd'hui. Par rapport au titre, on n'en avait plus. Je suis d'accord avec toi. Notre récupération était active. Très actif. Je changerais bien ma place contre la vôtre. Non. Où ce que vous avez? Non. Genre, mec. Ronaldo a dit quelque chose d'important. On ne faisait pas que jouer au football. On vivait notre vie, chacun à sa façon, dans son propre style. Et ce qui était plus intéressant, c'était ça. L'heure du match, l'arbitre sifflait, mon frère. Tout le reste restait dehors. C'est de la concentration pendant les 90 minutes, en essayant de faire le maximum possible pour les équipes pour lesquelles on jouait, surtout pour la sélection brésilienne. Et en gros, ça a marché pour nous. Mais on dirait que ça a marché, non? Ça a marché sur le terrain et en dehors, n'est-ce pas, Romario? En vous regardant, vous passiez beaucoup de temps à voyager, n'est-ce pas? Sur les 12 mois de l'année, vous étiez sur la route pendant 10 mois, ce qui est énorme. Avez-vous l'impression que le football a enlevé quelque chose à votre vie? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez pouvoir revivre et dans lequel vous vous seriez plus investi pour pouvoir profiter un peu plus de la vie? Ou pensez-vous que tout ce que vous avez vécu était formidable et que vous avez accompli tout ce que vous deviez faire? Non, c'était quelque chose pour lequel je devais remercier le football, tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Et je n'aurais pas changé une seule chose. La seule chose que j'aurais pu mieux faire, c'était de m'être battu pour mes idées et d'être resté ferme sur ce en quoi je croyais et ce que j'avais appris. J'en ai parlé avec Romario cette semaine. Parce que j'ai vu, d'après son exemple, lui se battre souvent pour éviter de faire des entraînements d'endurance et pendant de nombreuses années, on s'est mal entraîné. Ce que Baggio a dit, ce que Roberto a dit, que nous, on s'est mal entraîné. Notre génération s'est mal entraînée pendant de nombreuses années et je pense que ça a écourté nos carrières et on a eu de graves blessures. Ouais, donc de nos jours, ce qui a le plus évolué dans le football, c'est la partie physique et la façon dont ils s'entraînent. Aujourd'hui, tout le monde s'entraîne spécifiquement pour les caractéristiques de chacun. Et c'est ce que j'ai vu chez Romario et je voulais faire pareil. Et je me suis battu avec beaucoup de monde, mais je n'avais pas la base scientifique pour appuyer mon idée de ce qui était bon et mauvais pour moi. Et il y a aussi ce respect pour les médecins et le staff technique. S'ils le disent, c'est qu'il doit y avoir une raison. Je vois, le mec parle, le mec a étudié et tout, mais genre, j'ai vu Romario en 94. Tout le monde faisait de la préparation physique. Lui, il allait sur un vélo d'appartement, le mettait à la puissance maximale, faisait des sprints de 20 secondes et mec, c'était l'entraînement qu'il devait faire pour être plus rapide sur 20 mètres que le défenseur. Si. Donc, j'ai grandi avec ça, mais je n'avais pas la base scientifique pour l'appuyer à l'époque. Donc, si je pouvais revenir en arrière, j'aurais été beaucoup plus ferme sur l'idée que je n'avais pas à courir avec Roberto Carlos et Cafu en faisant les entraînements d'endurance que je faisais. Plusieurs fois, ils m'ont mis un tour, mec. L'entraînement était une vraie galère, mec. J'ai beaucoup souffert. Je suis d'accord.
Parce que j'ai toujours joué avec lui, et un entraîneur me l'a enlevé parce que je n'ai joué qu'un an avec lui, tu sais. Le jour où il a signé avec Madrid, j'étais à genoux devant lui en le suppliant de ne pas quitter l'Inter, et il m'a en fait dit « Je ne peux pas rester ici, parce qu'on travaille d'une façon qui ne me plaît pas. » Tu te souviens? Notre entraîneur, c'était Hector Cooper. La presse, le chauffage est allumé. L'échauffement consistait à nous faire courir 3 kilomètres. Comment ça, mec? Ce gars-là n'était vraiment pas facile à gérer, hein? Heureusement que je n'ai pas eu affaire à lui. Ça aurait fini mal, c'est sûr. Je n'ai même pas couru 3 kilomètres dans toute ma carrière. Imagine faire ça tous les jours. C'était impossible. Tu n'as même pas fait ça en voiture? Putain, mec, j'ai même pas couru 3 kilomètres de toute ma carrière. Même si on additionnait tous tes matchs joués, tu n'aurais pas atteint les 3 kilomètres. Monsieur Cooper, pardonnez-moi, mais courir 3 kilomètres par jour, c'est juste pas possible. Le moment le plus marquant de ta vie où tu as senti que le football t'a fait pleurer, que ce soit positivement ou négativement dans ta vie. Enfin, le plus fort dans le bon sens et cette douleur que tu as ressentie dans le mauvais sens, les deux par rapport à l'impact du football sur ta vie. Dans le football, j'ai eu 2 moments comme ça. Exactement comme tu as dit, le plus triste et le plus joyeux. Le premier, c'était en 98, à la Coupe du Monde en France, où j'étais là-bas avec ces 2 gars. Et je m'étais blessé au mollet. Au début, je ne devais pas être écarté. Je me suis couché avec l'équipe et je me suis réveillé écarté. Pour moi, ça a été un choc énorme. C'était une déception, une tristesse. C'est sûr que la plus grande tristesse de ma carrière, ça a été d'être écarté d'un comme on s'en doute, ma plus grande joie, ça a été le titre 94. On parlait des pères. Mon père a toujours été celui qui a guidé ma vie. Il a toujours été mon modèle, toujours mon plus grand idole. Et il m'a toujours laissé beaucoup de liberté pour être qui j'étais et qui je suis. Et j'ai choisi de jouer au football. J'ai fait tout ce qu'un fils peut faire pour un père, j'en suis conscient. Et ce ne sera jamais ce qu'il a fait pour moi dans la vie. Et donc, concernant mes enfants, mec, je leur dis toujours qu'ils ont la liberté d'être ce qu'ils veulent, mais qu'ils doivent travailler pour ça. Mon grand-père a travaillé pour ça. Mon père a travaillé pour ça. J'ai travaillé pour ça. Mes enfants vont travailler pour ça aussi. Je serai là, tu sais, comme soutien, mais ils doivent faire des sacrifices pour obtenir des choses. C'est tout. Ouais, pour moi, c'est à peu près ça, 98 et 2002, mais j'y ajouterai mes blessures, mec, parce que ça a été un combat beaucoup trop long pour moi. Laquelle a été la plus douloureuse pour toi sur le plan émotionnel, en supposant qu'il n'y en ait pas eu plusieurs? Qu'est-ce que ça a fait? Mec, j'ai été opéré du genou, juste mon genou, j'ai été opéré environ 10 fois, mec. À 17 ans, j'ai eu ma première opération au PSV pour un Osgood-Schlatter, qui est une malformation de l'os ici, sous le genou, qui fait un mal de chien. Ça a été la première et après j'en ai eu 9 autres et la rupture du tendon rotulien qui était tout simplement terrifiante parce qu'il n'y avait pas non plus d'antécédents de traitement pour ça. Donc, on ne savait pas trop où aller. Donc, c'était un peu comme, mec, marcher dans le noir et on verra bien ce qui se passe, tu vois. Énormément d'incertitudes et une foi très forte aussi de ma part de vouloir rejouer, mais genre, je ne reviendrai pas en arrière pour effacer tout ça non plus parce que grâce aux blessures aussi, mec, j'ai beaucoup grandi. J'étais et je suis devenu une meilleure personne, un meilleur père, un meilleur frère, un meilleur fils, meilleur en tout, grâce aussi à un coup d'arrêt physique, pas vrai? Et tu penses que tout ça t'a aidé à grandir en tant que personne? Mais tellement, 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 tellement. Comprendre mes limites, comprendre ma force, comprendre tellement de choses sur moi-même, tu vois. Maintenant, laisse-moi te demander juste sur ce point, est-ce que tu te rends compte que ton parcours, ton chemin, tu vois,
a été un exemple pour tant de gens au Brésil pour surmonter, tu vois, les difficultés et tout ça. Est-ce que tu y penses, évidemment pas à l'époque, mais est-ce que tu as cette conscience aujourd'hui de comprendre cet exemple, tu vois? Mec, je pense que naturellement, on renvoie tous cette image parce que, tu sais, arriver là où on est arrivé pour être footballeur, c'est déjà l'entonnoir est tellement étroit pour devenir ce qu'on est devenu. Mec, c'est improbable pour n'importe quel gamin de s'imaginer arriver aussi loin que nous. Donc, on est des exemples et tu sais, des sources d'inspiration pour beaucoup de gens dans tous les sens du terme, dans le dépassement de soi, dans le sacrifice, dans la réussite, dans les titres, dans plein de choses, pas vrai, mec? Dans ce qu'on fait avec nos familles, tout ça. Et le pouvoir du football est quelque chose de merveilleux, pas vrai? Je pense que peut-être encore avec la musique, d'autres choses, ça donne une très grande crédibilité aux gens, pas vrai? Dans un monde si polarisé où on vit, ouais, le football reste pur et les gens continuent de l'aimer énormément. On a donc cette responsabilité de continuer à transmettre ça aux jeunes d'aujourd'hui, pas vrai? Et les jeunes d'aujourd'hui ont aussi la responsabilité de vouloir apprendre, de vouloir écouter, mec. L'information est très facile d'accès pour eux tous. À notre époque, on n'avait pas autant d'informations. Donc, mec, le football est merveilleux et on va continuer à être ce vecteur pour les gens. Tu penses, Romario, tu penses qu'il y a eu un moment dans ta carrière où tu... Je pense que c'est mon moment. Je sens que mon corps ne suit plus, mais tant pis, je pas nu. Non, je me suis arrêté au moment où j'ai compris ça, vraiment. Je devais m'arrêter, en fait. Je n'allais même pas m'arrêter, je me suis dit, mince, tu t'étais déjà fatigué, je vais arrêter. Genre, je me comptais vraiment bien, mais mince, je me suis arrêté en me disant, ça suffit. Le truc, c'est que, mec, pendant les 4 ou 5 derniers de ma carrière, je courais beaucoup moins que les autres joueurs. Certains d'entre eux couraient pour toi. Ouais, et c'est comme ça que ça devait être, non? Mais il devait vraiment courir. C'était normal. C'est vrai qu'une équipe dans laquelle tu as joué avait un entraîneur. Il a aligné l'équipe de départ avec 10 joueurs. Alors, pourquoi as-tu rejoint la réserve à 11? Raconte cette histoire. Oh, j'ai oublié le nom de l'entraîneur. Celso Rodi. Celso Rodi, il faisait toujours l'entraînement collectif à sa façon. 10 contre 9, toujours comme ça, une stratégie sur le terrain, n'est-ce pas? Parce que c'est un genre de filou et qui ne viendra pas un jour normal, je vais faire du 11 contre 9. Il entraînait déjà l'équipe comme si elle jouait avec un de moins. J'étais genre, mec, je vais courir juste pour voir ce qui se passe. Sensationnel. Maintenant, Baggio, je voulais te poser là. Donc, j'ai posé des questions sur les blessures, n'est-ce pas? Mais il y a une situation qui est aussi la pression de tirer un penalty en Coupe du Monde. Ça doit être une pression colossale, probablement, que je ne connaîtrai jamais. Pas toi, c'est impossible. Une telle pression est incroyable. D'abord, j'aimerais que tu parles de ton parcours. Une question que j'ai, c'est où voulais-tu tirer? J'ai tiré beaucoup de penaltys dans ma carrière. Et je dois dire que dans les moments précédant celui-là en finale, j'étais calme comme jamais. Si tu regardes le moment où je commence à courir vers le ballon, ouais, je n'avais jamais tiré un penalty haut de ma vie. Ça n'était jamais arrivé. J'ai raté des penaltys, oui, parce que ça a touché le poteau, le gardien l'a arrêté, mais je n'avais jamais tiré comme ça et ce n'était pas mon intention de tirer ainsi, d'autant plus que Taffarel était déjà... Je l'avais déjà pris à contre-pied, donc je n'avais plus qu'à placer le ballon. Rien d'autre ne compte. Et je jure que je ne sais pas à ce jour. Je ne sais pas comment expliquer comment j'ai tiré au-dessus. Alors, ce n'était pas une question de pression, d'émotion, parce que, je veux dire, le gardien, Taffarel, était déjà au sol. Il était, en d'autres termes, il n'était pas resté immobile pour toi, tu sais. Toujours à regarder le gardien, à attendre jusqu'à la dernière seconde pour choisir un côté. Donc c'était déjà
Déjà fait, je veux dire, non? C'était la chose la plus facile. Mais je ne sais pas, à ce jour, je ne peux pas l'expliquer. Materazzi a vécu cette émotion en 2006 aussi. Ouais, mais j'assume, je m'en bats les couilles de ça. C'est l'une des pires sensations que j'ai eues de ma vie, moi aussi. Et que le ballon te semble lourd. Pour moi, il était lourd. Et quand je le pose sur le point de pénalty et que l'arbitre me dit « déplace-le », je le regarde et je dis « pourquoi ?» Parce que tu sais, j'avais posé le ballon et ma main tremblait déjà comme ça, et là je me suis dit, heureusement que c'est pas un grand costaud, c'est Barthez, et je me suis dit, bon, on dirait qu'il sort de chez Dolce & Gabbana. C'est une montée d'adrénaline incroyable, pas vrai? Comme il était plus petit, il couvre moins le but, non? Si tu as un Van der Sar, un Buffon, un Donnarumma en face, tu te dis, aïe, ça va être dur parce que le but a l'air de rétrécir. Du coup, j'ai visé le coin, et c'est rentré. Je l'ai mise pile là. J'ai tiré un penalty en demi-finale en 98 contre la Hollande. J'ai raconté cette histoire il n'y a pas longtemps. Je m'en souviens parfaitement, c'était terrible. Je veux dire, je ne sais pas pourquoi Zagallo m'a mis premier tireur. Et j'avais seulement 20 ans, mec. Oh, on ne fait pas ça. Bon, j'y suis allé en premier. Demi-finale de Coupe du Monde, ils ont pris le ballon. Je m'avance pour tirer et je regarde. Ce mec a des bras qui ont l'air de faire 32 mètres de long. Puis il commence à applaudir face à moi et tout ce que je vois, c'est à quel point il est immense. J'essaie de rester calme, de ne pas stresser et de décider où je vais tirer. Je me dis, je vais la fracasser dans le coin. Et là, il regarde pile vers ce coin. Je me dis, putain de merde. Il lit dans mes pensées ou quoi? Alors je décide, c'est bon, je la mets dans l'autre coin. Là, il regarde de l'autre côté et recommence à m'applaudir. Je m'arrête et je me dis, quel enfoiré. Mec, on dirait que le temps s'arrête. C'est tellement long d'arriver jusqu'au point de penalty. Et finalement, j'ai décidé de tirer. J'ai pris le risque de tirer haut, croisé. Dieu merci, c'est parti de l'autre côté. Mais c'est comme un point instantané qui s'est levé de... C'est muito bizarre, cette situation. Situation ne devrait pas être permise pour un joueur. Personne n'est préparé à ce genre de situation, un penalty décisif en demi-finale ou finale de Coupe du Monde. Tu penses qu'il devrait changer la règle? C'est inhumain. Tu penses qu'il devrait y avoir une autre façon de départager? Ah mec, ils peuvent laisser ça comme ça maintenant. De toute façon, je ne suis plus sur le terrain à souffrir. Maintenant qu'ils laissent souffrir ceux qui y sont encore. Maintenant, il se démerde, c'est ça? Demande-lui parce que son penalty a touché le poteau. Ouais, mais mon cœur a failli s'arrêter quand le ballon a touché le poteau. Ça, c'est sûr. Mec, c'est dur. Je sais exactement ce que c'est parce que j'ai tiré un penalty en finale. Et c'est une sensation que je ne peux même pas vous décrire. C'est un moment à part qu'on ne peut tout simplement pas décrire. Du coup, tu n'étais pas sur la liste des tireurs? Jusqu'à ce moment-là, j'avais tiré seulement 2 penaltys de toute ma vie. J'en avais marqué un et raté l'autre, donc tu imagines comment je me sentais. Mince, Romario, tu n'avais tiré que 2 pénaltys avant cette finale? Mais je pense qu'une grande partie du penalty dépend de l'attitude du joueur qui s'avance pour tirer. Ouais mec, je suis d'accord avec toi. Entre. Mec, pourquoi plus personne ne fait ça? Après ce que tu faisais ou as réussi à faire à l'époque, Ils ont dit que le football avait beaucoup changé. Aujourd'hui, tout tourne autour de la possession de balle. Beaucoup de possession de balle, beaucoup de statistiques. There is no more. Ouais, la même chose se produit à cause des absences aussi. Tu avais un secret, pas vrai? Tu te souviens de ce que c'était? C'est pas son ongle incarné qui donne l'effet? C'était ça le secret? Ouais, c'est ça. Comme ça, non? Il n'y a plus ces renversements de jeu d'un côté à l'autre, pas vrai? L'attaquant vient chercher le ballon, s'engouffre dans la surface et tu mets le ballon par-dessus le défenseur. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est tout dans les pieds, possession du ballon. Le football a changé. Il faut comprendre que le football a changé. Il n'y a pas moyen ici, on a des histoires à raconter. Sur des actions sensationnelles, des tacles sensationnels, sur des buts incroyables. Donc c'est ça le football de nos jours. On a besoin d'avoir un attaquant de qualité et je ne sais pas si un Vini Junior, un Mbappé ou un Cristiano Ronaldo va émerger. Parlons de Haaland ou de Messi, mais à l'époque, tu as déjà 3 attaquants ici. Imagine ces mecs jouer aujourd'hui. Tu imagines ces mecs jouer de nos jours? Avec l'intelligence, la vitesse, le génie qu'avaient ces mecs.
Mais aujourd'hui, il faut comprendre que le football se pratique même à l'entraînement d'une manière différente et ça va rester comme ça. Techniquement, tu étais comme ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? À l'époque, c'était pour l'amour du ciel. Ouais, pas vrai? Vous êtes tous d'accord là-dessus, non? Non, le foot était très différent techniquement. C'était beaucoup plus agréable à regarder et à jouer. Genre, aujourd'hui, si t'es pas au top physiquement, tu joues pas. Tu vois? À ma génération, à mon époque, bien sûr, tout le monde jouait parce qu'ils avaient un niveau physique minimum. C'est pour ça qu'ils jouaient. Aujourd'hui, il n'y a pas de minimum, il faut être au top. Sinon, ça passera pas. C'est comme ça que je vois les choses. On s'entraînait mal. Ouais, mal, comme il l'a dit avant. C'était 90 minutes de grand spectacle. Le stade est plein. Pour voir les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs clubs du monde, les meilleures sélections nationales du monde. Imagine, dans chaque club, 4 ou 5 ballons d'or. Les mecs étaient nommés pour être les meilleurs joueurs du monde dans chaque équipe. Aujourd'hui, tu vas au Real Madrid, t'en as 2, 3. Au Barça, 2. Mais tu prends l'époque de la Fiorentina, de l'équipe nationale d'Argentine, de l'Italie, du Brésil. Dans la liste des meilleurs du monde, c'est une question de jeu. Les gens allaient au stade, le public allait au stade pour voir un match de foot, pour voir un spectacle, pour voir des idoles. Moi, je pense que ces changements qui ont eu lieu au fil des ans concernant le football, sous tous ses aspects comme le mien, waouh! Par exemple, aujourd'hui, il n'y a personne qui tire les coups francs comme lui à l'époque. Waouh! Ce mec, il marque un but contre la France qui, enfin, 90% du Brésil l'a probablement déjà vu. Comment tu fais pour défier les lois de la physique avec ce ballon, mec? Mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Et c'est quelque chose de très curieux. C'est ça qui est cool. C'est exactement ce que j'allais dire. Il ne sait pas. On ne peut pas savoir. Tu ne peux pas expliquer ce qui s'est passé là. Personne ne peut inventer une petite règle. Même lui ne sait pas. C'est fou. Celui contre la France, c'est fou. Le ballon fait une courbe inexplicable, mec. Quand tu étais là-bas, tu y es allé pour le ballon. Tu pensais à quoi? À rien. Je pensais juste à frapper le ballon. C'était lors de ce tournoi, n'est-ce pas, Ronaldo, dont on parle ces jours-ci? Brésil, France et Italie. Exactement, et on les a balayés facilement. Je plaisante, les gars. Quand tu as tiré ce coup-là, tu as compris, tu as capté ce qu'il faisait sur le coup ou tu ne l'as vu plus tard? Oh mec, j'ai vraiment tapé fort. C'est ce qui s'est passé. C'est curieux la façon dont ils l'ont traduit. Je veux voir la traduction maintenant. Mais tu pensais qu'il allait sortir ou pas? Alors, dès le premier instant où j'ai posé le ballon au sol là-bas, tu as vu comment Barthez a placé le mur? La seule chose que je regardais, c'était une publicité pour un restaurant derrière le but, d'un supermarché français dont je ne ferai pas la pub. Il a regardé la lettre A. Je sentais que j'avais un peu d'air, ça va aller là, et le ballon était léger. Le ballon de notre époque pesait très peu. Je ne savais pas ça, mec. Avec mon pied d'appui près du ballon et avec le mouvement de mon pied, le ballon allait partir dans un coin ou sur le corner, je visais le but. Je n'aurais jamais imaginé que le ballon dévierait autant. Quelle courbe pour finir là-dedans, dans le but. Elle n'avait pas ce truc de taper du bout du pied. Ce que je voulais à l'époque, c'était ça, que les jeunes commencent à s'entraîner à tirer de l'extérieur du pied. 10e mention du ballon. C'est la seule chose que je voulais, que les gamins se disent que ça a marché, je vais le faire. Mais je ne m'intéressais à rien d'autre, c'était juste qu'ils essaient de marquer ce genre de but, rien de plus, parce que tirer du coup de pied et de l'intérieur, c'était facile. Donc je voulais trouver une autre façon de frapper le ballon pour que les gamins, les enfants apprennent à marquer un autre type de but. Juste ça, rien de plus. Maintenant, on en a Mais il a tiré vraiment très fort. N'importe quel ballon, même lourd, aurait bougé. Alors je vais aller leur dire, Fortis. Je ne voulais pas être dans le mur, tu sais. Tu sais que je ne regarde jamais le mur. Et il ne visait plus trop le mur, il visait toujours à l'extérieur. Tu aurais pu tuer quelqu'un aussi. Une fois, je suis allé jouer à l'autre bout du monde, en Russie, très loin. C'était un match rude, un match de coups. C'était vraiment intense et assez chiant. Alors j'ai regardé sa tête, je lui ai mis un coup de poing et il est tombé.
Parce que Batistuta, tu étais très chiant, mec, vraiment très chiant, et je suis allé lui dire, je ne veux pas marquer de but. Je ne veux pas que le ballon tourne, je vais juste regarder sa tête et le mettre KO. Ce jour-là, j'étais agacé. Oh mon Dieu. Quel mec chiant, franchement. Mais à part ça, tout était normal. Même ça, je pense que ça a beaucoup changé dans le foot parce que je me souviens qu'il y avait les vieux ballons quand il pleuvait, un ballon normal qui pèse jusqu'à 500 grammes pouvait. Je m'imagine Ronaldo en train de prendre une balance et de peser un ballon. Ça doit être trop marrant. Pas possible. Comment ça, 500 grammes, mec? Quand il pleuvait, ça devenait super lourd, mec. C'était de la folie. Un tir pouvait vraiment blesser quelqu'un. Tu te souviens de ce penalty de malade à l'ancienne? Mec, c'était un missile. Il pleuvait vraiment. C'était pas cool du tout. Si tu devais compléter la phrase « J'ai choisi le football parce que », tu dirais quoi? Oh, parce que c'était ma grande passion. Mon grand amour, c'est le foot. Depuis toujours. Depuis toujours. Et toi, Baggio, pourquoi j'ai choisi le foot? Ils avaient ça dans le sang. Je ne pensais à rien d'autre qu'au foot. Et toi, Batistuta? Au début, non. Quand j'étais jeune, non. Jusqu'à mes 15 ans, non. Tu venais d'une famille aisée, c'est ça? Non. Non. C'est exactement ce qui m'a rapproché du foot parce que j'y ai vu la possibilité de m'en sortir. Toi, Roberto? Tout d'abord, je viens du pays du football. Donc, dans un monde où beaucoup d'enfants voulaient devenir footballeurs, je devais trouver ma place. Je viens de la campagne de Sao Paulo, une toute petite ville, Garça, Araras. J'ai commencé à jouer au foot et mon idée était de rentrer à la maison avec une belle histoire pour mon père. J'ai dit, papa, je veux jouer au foot. Il a dit, et l'argent pour la maison? J'ai dit, t'inquiète pas, je vais commencer à jouer au foot et t'offrir une belle vie. Puis c'est sur les escaliers qu'il est parti. Promets-le lui. J'ai promis à mon père, je ne reviendrai ici que quand tu seras à l'abri. Et puis j'y suis allé. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de jouer avec les meilleurs du monde. et il est revenu encore mieux que ce que tu imaginais, pas vrai? Et grâce à ça, tu as changé ta vie et celle de ton père. Merveilleux. Si tu as de la discipline, ce dont tout le monde a besoin, et que tu réalises tes rêves, aujourd'hui, on est là pour raconter une histoire. Parce que regarde ce qu'on a traversé, pas vrai? Tout ce qu'on a vécu, hein? Merveilleux, merveilleux. Tu as changé la vie de ton père aussi, n'est-ce pas? Mec, j'ai changé la vie de beaucoup de gens et j'en suis encore fier aujourd'hui. Encore aujourd'hui, pas vrai, Romario? Le football, pour moi, c'est et ma vie. En fait, le foot, c'est ma vie. Ça l'était, ça l'est et ça le sera toujours. Genre, le grand amour de ma vie, c'est le foot. Et tout ce que j'ai appris, tout ce que je suis, tout ce que j'ai accompli, c'est le foot qui me l'a donné. Une passion éternelle. Ça m'a sauvé, c'est sûr. Tout comme ça a sauvé la vie de millions de personnes dans le monde entier. Ça t'a sauvé la vie, tu penses? La mienne aussi. Une fois, je discutais avec toi et tu parlais de qu'est-ce que ton père a dit qui t'a profondément marqué? C'était à partir du moment X de ta carrière que tu allais devenir un vrai homme. C'est là que tu allais devoir prendre plus de responsabilités. C'était quand, ce tournant pour toi? C'était quand que ton père t'a parlé de ça? Mec, mon père a été incroyable avec moi et surtout au début. Et il m'a donné quelque chose dont je lui suis très reconnaissant et le serai toujours, c'est-à-dire la liberté de choisir ma propre voie et de construire ma vie, faire mes propres choix. Et il s'est contenté d'être mon père. Je pense que c'est l'une des plus belles choses que mon père ait faites pour moi. Tu vois, ne pas interférer dans ma vie, dans mon parcours et juste être là en tant que père, m'aider pour tout ce dont j'avais besoin. Et bien sûr, mon père avait un parcours incroyable. Il travaillait depuis ses 13 ou 14 ans pour aider à la maison. Donc, j'avais cet exemple de vouloir partir tôt, me débrouiller, gagner de l'argent. Et mec, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça avec la plus grande passion de ma vie, qui est le foot.